C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. En première partie d'émission, je vous annonçais notre invité du soir, c'est Jérôme Arpinon. Il est l'actuel coach de l'équipe de Virton. Il est avec nous ce soir et va venir nous parler de son parcours inspirant. Barclay, s'il te plaît, prépare-lui un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à vous. Comment vas-tu? Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. C'est un plaisir de te recevoir. Déjà, merci d'avoir répondu présent. Voilà. Parce qu'on sait que tu es pas mal occupé en ce moment. Et donc, tu nous as fait l'honneur de venir ce soir. Donc déjà, on te remercie grandement. C'est moi qui vous remercie. On a fait 2h30 de route sous la pluie pour venir rejoindre nos amis. Donc c'est l'essentiel, ça. Merci beaucoup, Alors, ça fait plaisir. Ce qui est chouette, c'est que tu nous ramènes le soleil rien qu'avec ton accent, quoi. Parce qu'on est là sous la pluie, tout ça, et là tu nous ramènes le soleil. Ouais, mais maintenant je vais être en Belgique. J'espère ramener le soleil en Belgique. Bon courage, il y en a beaucoup qui ont essayé avant toi. Mais bon, il pleut beaucoup, c'est vrai. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, peut-être juste en 2-3 mots, on va parler de ton parcours et de qui tu es, mais on va commencer peut-être par te présenter en 2-3 mots. Vite fait, je suis entraîneur professionnel de football. Voilà, j'ai commencé très tôt, j'ai arrêté ma carrière de joueur. Alors, j'ai pas eu une carrière professionnelle de joueur, hein. J'ai eu une carrière amateur, on va dire amateur plus. Parce que pour moi, un professionnel, c'est celui qui fait 5 ou 6 saisons au haut niveau, voilà, pleine, bon, chose que j'ai jamais faite. Donc, à 25 ans, déjà à 20 ans, j'ai commencé à passer mes diplômes. À 25 ans, j'avais pratiquement tous mes diplômes en tant que préparateur physique, analyste vidéo. J'ai même passé un diplôme de prépa mentale aussi. Après, mes diplômes d'entraîneur, les premiers degrés. Voilà. Et après, très vite, j'ai été adjoint et préparateur physique d'un entraîneur qui s'appelait Jean-Luc Vanucci et par la suite Jean-Michel Cavalli, qui lui m'a tendu la main vraiment pour aller au haut niveau. Chose que j'ai essayé de faire et que j'ai continué à passer mes diplômes. Et voilà, en 2 mots... J'ai attaqué, j'avais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 45 ans, j'ai entraîné en Ligue 1 mon propre club à Nîmes, chose qui est rare. Et voilà, tout simplement, voilà, je suis parti, comme on dit souvent, je suis tellement parti de loin qu'on m'a pas vu arriver, quoi. Voilà. Eh bien justement, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le loin là-bas dont tu parles, d'où tu es parti. Ce serait chouette que tu nous expliques un petit peu déjà comment est-ce que tu as grandi, quelle étude tu as fait, de quoi tu rêvais quand tu étais petit. À l'école, quand j'étais petit, je suivais quand même. Bon, j'avais un tempérament un peu brutal à l'école, on va dire. Quand j'étais tout jeune, voilà, j'ai eu une enfance qui n'était pas facile dans le sens où ma mère était malade, a été dépressive, donc voilà, ça a été très compliqué pour moi. On me l'a enlevé pendant des années, donc ça a été dur. T'avais quel âge? Ma mère, moi je l'ai connue depuis l'âge de 5 ans, malade quoi. Ouais. Et après, elle est décédée, j'avais 26 ans, donc voilà. Parcours difficile, et donc Ouais. du coup tu grandis plus avec ton papa? Non, je grandis avec mes parents. Bon, ils étaient aimants, hein, mon père aussi, ma mère, mais très difficile parce qu'elle partait dans des maisons de repos, on me l'a enlevé, donc j'étais avec mon papa, ma soeur, ma grande soeur qui m'a élevé. Et très petit, j'ai eu cette force de caractère, à un moment donné, de m'occuper un petit peu à la maison. J'étais un peu livré à moi-même par moment, pas tout le temps. J'avais ma mère quand elle était là, qui était très présente avec moi. Et après, petit à petit, moi, à l'école, je suivais bien. Et après, le football a pris le pas parce que très très jeune, moi en fait, j'ai joué en senior à 15 ans. Ok. Donc tu connais Barclay, tu sais ce que c'est que jouer en senior quand tu as 15 ans. Ouais, J'avais double surclassement, donc je jouais à Nîmes Olympique à l'époque, j'ai joué à Vergès, j'ai joué à l'Est, c'est des clubs professionnels. Avec des joueurs qui étaient plus âgés que toi? C'est ça. J'avais 30 ans, 29 ans, moi j'avais 15 ans en fait. J'avais Ça. double surclassement. En gros, si tu veux, c'est qu'à cet âge-là, il jouait. En fait, quand tu es en senior, tu es déjà avec tout le monde dans la fosse, en fait. C'est-à-dire tu peux jouer avec des mecs autant ils ont 18 ans que des mecs qui ont 45 ans, plus ou moins. Et quand tu as un petit gamin de 15 ans et que tu te retrouves avec ces gars-là, déjà, comment est-ce qu'eux t'accueillent? J'étais bien entouré là quand même. Voilà, Ouais. j'étais bien entouré. J'ai joué avec des gens extraordinaires, des gars comme Brokers, Christol, des anciens professionnels qui jouaient avec moi. Et l'année d'après, j'ai signé de suite à Alès, au centre de formation, qui était en Ligue 2 à l'époque. J'avais fait un tournoi avec Monaco où M. Banit m'avait contacté et j'avais fait un tournoi, mais à l'époque, dans cette équipe-là, il y avait Christian Val, il y avait Thierry Henry, il y avait toutes ces équipes-là, c'est les années 78 comme la mienne, quoi.
Et tu jouais à quel poste? Je jouais défenseur central. Ok. Donc très vite, après, j'ai été dans les clubs pro et après, j'ai arrêté ma carrière rapidement parce qu'à l'âge de 20 ans, moi, j'ai fait les croisés. Donc je suis revenu jouer à Nîmes Olympique. D'Alès, j'ai re-signé à Nîmes après. J'ai fait les croisés une fois, je suis revenu. Après, j'ai signé à Arles. Donc Arles n'était pas professionnel à l'époque. Arles, il jouait en CFA. Et là-bas, je me suis construit. J'ai connu la mère de mon fils. J'avais 20 ans. Voilà, moi, j'ai eu un enfant, j'avais 23 ans. Donc eux, ils m'ont proposé de passer mes diplômes, d'avoir un emploi jeune, à l'époque ça s'appelait comme ça. Mais Voilà. moi, avant de parler tout ça, j'aimerais savoir, quand tu te blesses et que tu dois arrêter ta carrière, est-ce que c'est la grosse déception? Comment est-ce que tu le prends? Ou alors tu te dis, ok, c'est pas grave, j'ai un autre chemin vrai. Mais comment tu le ressens à ce moment-là? Ben moi, en fait, c'est simple. Le choix dans ma tête, il a été clair. Quand j'ai commencé à passer mes diplômes à 20 ans, bon, j'ai fait les croisés une première fois et je les ai fait une deuxième fois à 24 ans. Ok. Et à 24 ans, c'est là où j'ai dit, bon, on va privilégier plutôt de faire une bonne petite carrière d'entraîneur plutôt qu'une toute petite carrière de joueur. Voilà. Je pense qu'il y a plus d'avenir en tant qu'entraîneur ou préparateur physique de haut niveau ou analyste vidéo de haut niveau plutôt que de petits joueurs professionnels. Parce que quand tu as fini, tu n'as pas la santé éternelle, on va dire. Donc à 35 ans, bon, ta carrière, elle est cuite, quoi. Mais tu as eu cette maturité assez vrai, tôt ça. de dire ça, parce que beaucoup auraient quand même forcé. Qu'est-ce qui t'a... En fait, qu'est-ce qui t'a décidé à ce moment-là de te dire, toi, dans ta tête, il se passe quoi? C'est vrai, là où il y a beaucoup de gens quand même qui se disent, voilà, je vais aller à Clairefontaine, je vais aller à Cap-Breton, je vais faire ma rééducation et je vais revenir, et puis ils s'entêtent dans le truc. Toi, tout de suite, tu as senti ce truc, c'est vrai, comme Mais Kenny le d'ailleurs, dit. toi, c'est ce que tu as fait, Barclay. Toi, quand tu as été blessé, t'as pas lâché, en fait. Bah, mais après, c'est vrai que je pense qu'à l'inverse du coach, moi, j'ai pas eu cette vision. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas eu cette vision de me dire, ouais, je savais pas ce que je pouvais faire après. Je me suis dit, donc, j'avais pas le choix, donc je vais me soigner, je vais aller. Mais c'est vrai que le coach, comme il expliquera après, comme il a eu une vision de se dire, voilà, je vais, au lieu de m'entêter dans un truc, comme il le disait, justement, je vais peut-être aller voir autre chose et avancer dans un. Et c'est en parlant avec les gens, c'est en côtoyant des personnes qui ont eu un parcours atypique que tu peux avoir cette vision des choses. Je n'ai pas claqué des doigts en disant, bon, c'est bon, du jour au lendemain, j'arrête tout. Tu vois. Moi, par exemple, à 20 ans, j'ai rencontré Philippe Troussier à Cap-Breton, justement, tu parles de Cap-Breton. Et Philippe Troussier, lui, m'a éclairé en fait, sur la vie d'entraîneur. Voilà, lui, il a été entraîneur très tôt, c'était le sélectionneur du Japon à l'époque. Donc, puis il m'a pris un peu sous son aile quand on était à Cap-Breton, il a vu que... Et je suis issu d'une famille d'entraîneurs aussi. Mon père était entraîneur, mon oncle était entraîneur, on est une famille de footeux, nous. Mon cousin Frédéric a joué en Ligue 1, il a joué à Metz, à Strasbourg, à Troyes, à Nice, à Nîmes, à Hibernian en Écosse. Donc il a une très, très aujourd'hui, on sait qu'il a un poste important aujourd'hui en France. Non, oui, alors il est en France, il est dans le club de Metz, mais c'est le directeur de l'académie que Metz a au Sénégal, de Génération Foot. Voilà. Et donc, du coup, pour toi, c'était une évidence de bosser dans l'univers du foot. Tu ne te voyais pas faire autre chose? Ouais, non, mais je voulais rester dans le sport, moi, en fait. Alors que ça soit dans le foot ou autre chose, mais je voulais rester dans le sport, dans une activité qui me plaît. Je voulais faire ma passion. C'est vrai que au départ, j'étais pas prédestiné à être entraîneur de haut niveau, entraîneur professionnel. Moi, au départ, j'ai voulu passer des diplômes de préparateur physique, être préparateur physique de haut niveau, parce que ça me plaisait, la prépa physique. Voilà, j'ai passé mes études pour. Voilà. Un préparateur physique, concrètement, pour ceux qui sont pas trop dans l'univers du foot, il fait quoi? C'est lui qui va préparer physiologiquement les joueurs, athlétiquement, on va dire, sur le plan. C'est en dehors du club, ça c'est plutôt en privé? Comment ça se passe? Ça dépend. Quand tu es embauché dans un club, tu es salarié du club et tu prépares l'équipe qui t'est attribuée. Donc, si tu as l'équipe professionnelle, tu fais en sorte qu'il soit prêt musculairement, il soit prêt athlétiquement sur le plan cardiaque. Voilà. C'est toi qui vas préparer l'équipe à courir, en gros. On va imaginer, mais voilà. Tu vas préparer l'équipe à courir, à sauter, et voilà. Pouvoir enchaîner les efforts aussi, avoir le coffre et tout ça. Toujours en accord avec l'entraîneur principal, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, en fait, c'est le préparateur physique. Moi, mes premiers diplômes, c'était ça. Ouais. Donc, mon tout premier diplôme, c'était un brevet d'état dans l'animation, un BESAPT. Ce qui m'a permis, avec ça, de travailler en prison. Ah, t'es passé par la prison, explique-nous un petit peu. Moi, quand j'avais 21 ans, j'ai passé un brevet d'état dans l'animation. Et la prison d'Arles recherchait un éducateur pour intervenir l'été. Un éducateur pour faire le sport aux détenus, amener une autre expérience aux détenus. Et toi, tu t'es dit, je vais aller entraîner les détenus? Mais personne ne voulait y aller, en fait. Ouais. Personne ne voulait y aller. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as bien voulu y aller? Moi, j'avais peur de rien. Donc, sur le coup, je me dis, c'est des hommes, hein, ils sont comme moi. Je vais là-bas, ils sont enfermés, il faut leur amener une activité extérieure parce que le jour où ils vont sortir, il faut essayer de les réinsérer correctement. Et par le biais du sport, des fois, ça leur permet de
d'avoir une autre vision des choses. Mais à ce moment-là, le football, il est où? Quand tu décides de faire ça, t'en es où dans ta carrière? Je suis joueur à Arles. Ok, donc tu es encore joueur, donc c'est avant de te blesser, tout ça, c'est ça? Non, je me suis blessé, je suis revenu. C'est avant la deuxième blessure? C'est avant la deuxième blessure. Ok, d'accord. Donc là, tu te retrouves à bosser à côté du foot, tu vas bosser en... Mais après la prison. première blessure, je me suis dit, on va quand même anticiper l'après-carrière. Donc on va commencer à passer les diplômes dès maintenant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis en plus, moi, à cette époque-là, je cumulais plusieurs petits métiers. Ok, donc tu réussis à jouer au foot et de cumuler plusieurs petits jobs à côté. Et c'est ça. Et la journée, je faisais de l'intérim. L'après-midi, j'allais à la prison. Le soir, j'allais m'entraîner avec l'équipe. J'essayais de cumuler un petit peu, pour emmagasiner un maximum d'argent aussi, parce qu'on en avait besoin. Moi, j'avais commencé à avoir une vie de famille. C'est vrai que tu étais papa assez tôt. Voilà, très tôt. Donc, il fallait ramener l'argent à la maison. Et c'est le travail, en fait, qui fait en sorte que tu... Voilà, moi, on a appris ça dans mon enfance. Il n'y a que par le travail qu'on arrive vraiment à avoir ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc la persévérance, le travail, l'intelligence. Voilà, Parle-nous un petit peu des expériences que tu as eues en prison. Donne-nous quelques anecdotes. Quand tu arrives déjà, comment ça se passe? Déjà, la prison à Arles, c'était une centrale de détention. Donc, il faut savoir que tous les détenus ont été jugés. Et la plus petite peine, c'était 12 ans. C'était une prison de fin de peine. Donc, c'est des gens qui restent longtemps. Voilà, c'est des gens qui ont fait des crimes vraiment importants, quoi. Que ce soit braquage, terrorisme aussi. Il y avait du terrorisme là-bas. Il y avait des gens qui avaient fait des doubles, triples meurtres. Mais la première chose qui m'a impressionné, moi, quand je suis arrivé à la centrale à Arles, c'était quand je passais les portes, les unes après les autres, c'était le silence. Là, on n'entendait rien. Non, on n'entendait rien. En plus, là-bas, ils sont un par cellule. Il y avait 194 détenus. On dit qu'il y avait 154 détenus DPS. DPS, on dit détenus particulièrement surveillés. Ok. Donc, c'est des détenus qui peuvent avoir tentative d'évasion. Okay. Et l'anecdote, moi, que j'ai retenue, c'est j'ai assisté à une tentative d'évasion. Ok. Ah, vas-y, raconte. Donc, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain avec les détenus. Moi, je faisais un entraînement de foot, on faisait des matchs. Parce que la première fois que je suis arrivé en prison, quand même, pour faire des matchs, j'arrivais, c'était les 11 meilleurs contre les 11 plus mauvais. Puis des fois, il y avait un détenu, il traversait le terrain, personne n'osait l'attaquer, il le laissait aller marquer parce qu'ils en avaient peur. On rappelle encore une fois que quand on parle de prison, c'est que le coach était là-bas pour y travailler et aider les jeunes à ce moment-là. Parce que c'est vrai que moi je vois les commentaires et donc pour pas perdre les auditeurs, c'est bien important. Mais si vous arrivez en cours de route, on rappelle que il était joueur, il jouait et à côté il avait besoin d'un job, il avait besoin de ramener plus d'argent à la maison et donc du coup il a accepté un poste que personne ne voulait à la prison pour aller entraîner les détenus. Est-ce qu'ils t'ont bien accueilli, les détenus? Oui, ils avaient rien à... En fait, moi, je leur amenais vraiment une petite soupape. Donc, quand j'arrivais de l'extérieur, moi, avec mon équipe, j'allais jouer en Corse. Et là-bas, à Arles, il y avait beaucoup de Corses, une communauté corse. Donc, souvent, je discutais avec eux. Alors, tu es allé là-bas et tout, tu as vu mes amis, tu as joué contre eux. Et lui, je connais le petit. Bon. Mais quand j'arrivais, moi, j'organisais des matchs. Après, j'avais organisé des matchs avec des équipes extérieures. Okay. Donc je faisais venir des équipes de village à côté. Bon, attention, là il y a un protocole, il faut donner les pièces d'identité avant pour savoir s'ils connaissent pas quelqu'un là-bas. Bon, bref. Mais quand ils jouaient contre des équipes extérieures, ça mettait une animation à la prison. Donc ça obligeait les mecs à venir s'entraîner parce qu'ils voulaient pas être ridicules contre eux. Et on mettait un petit travail pédagogique à côté. Et je trouvais ça intéressant. Donc moi, c'est vrai que après les détenus, quand je suis arrivé, il y avait pas de règles en fait. Ils faisaient des matchs, mais il n'y avait pas de règles. Donc moi, j'ai commencé à mettre les règles du jeu du football. J'ai commencé à arbitrer. Et après, j'arbitrais plus moi. Pourquoi? Parce que quand j'arbitrais, ils contestaient toutes mes décisions. Il y a faute là, il y a faute aussi. Il y a faute, et tout. Hein. Et d'un coup, bon, après moi, j'avais vu, il y avait les plus forts contre les moins forts. Donc après, j'avais équilibré les équipes. J'avais commencé à arbitrer, et quand j'arbitrais, il y avait toujours un dans une équipe qui contestait, et les deux qui contestaient le plus, d'un coup j'ai dit, moi, j'arrête d'arbitrer. Ah mais coach, non, j'arrête. Toi tu vas arbitrer, tu es le capitaine de ton équipe, et toi tu vas arbitrer, et moi je vais jouer. Et vous allez voir comment ça va faire. Ah ben d'accord et tout. Et moi j'avais mis un peu deux leaders d'étage, des mecs un peu des costauds de la prison, qui arbitraient chacun leur équipe. Et quand ils arbitraient, moi je jouais. Après, j'étais plus arbitre ni éducateur. Donc, tu pouvais rien te dire. Parce que moi, j'étais sûrement pas un surveillant de prison, mais j'étais éducateur. Et moi, je jouais, je leur rentrais dedans. Je faisais des fautes et tout. Et les mecs, ouais, mais il y a faute. Mais c'est pas moi, c'est lui qui arbitre. Et d'un coup, les deux, pour pas se disputer, ils disaient, ouais, mais c'est vrai, il y a faute. Oh, fermez-la, il y a faute. Et d'un coup, ils se sont gérés entre eux.
et c'était fini après. Et quand on jouait contre des équipes extérieures, ça se passait hyper bien. Les équipes extérieures étaient hyper bien accueillies, tout le monde voulait revenir. Et ce travail pédagogique, bon, il était... Bon, là-bas, c'est sûr que dans une centrale, comme il reste pour longtemps, ça peut durer 2-3 ans, facile. C'est là-bas que tu as pris goût au métier d'entraîneur? Non, j'ai pris goût quand j'avais 10 ans, j'allais sur les terrains avec mon père, je voyais mon père dans le vestiaire, et je le suivais de partout, à tous les entraînements, et voilà quoi. Je suivais mon père dans tous les entraînements, j'allais voir tous ses matchs. J'ai baigné là-dedans, tout petit. Et après, je te dis, le contact que j'ai eu avec certains entraîneurs avec qui j'ai discuté, comme Troussier ou d'autres, ou même des gars, des préparateurs physiques de haut niveau que j'ai connus en formation. Parce que moi, j'ai passé un brevet d'état dans l'animation, après j'ai passé mon premier degré foot, après j'ai passé au Crêpes de Montpellier un diplôme de préparateur physique. Et tout ça, tu le faisais niveau. en jouant? Oui, je jouais là. Tu avais déjà cette vie. En fait, c'est-à-dire que toi, dès le départ, tu avais déjà comme cette vision d'apprendre, peut-être de préparer cette carrière-là. Tu avais déjà cette vision, en fait. En fait, moi, je me suis dit, je vais travailler dans un staff professionnel. Ok. Mais il me faut le plus de cordes à mon arc. Si je suis analyste vidéo, peut-être qu'ils me prendront analyste vidéo. Si je suis un bon préparateur physique, peut-être qu'ils me prendront préparateur physique. Si j'ai un diplôme d'entraîneur, peut-être qu'ils me prendront adjoint. Donc en fait, tu as fait tous ces diplômes pour te dire, ok, on verra là où je suis le meilleur. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pris du plaisir dans tout. Et je me suis dit, en passant mes diplômes d'entraîneur, ouais, pourquoi pas moi au bout d'un moment. Mais au départ, quand tu entraînes, quand tu es adjoint d'entraîneur principal, tu es au service d'eux. Et tu te nourris un peu de leur expérience à tous. Tu te nourris de l'expérience de toutes ces personnes. Et alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça c'est que moi qui vais juger. On va dire, aujourd'hui, je ne vais pas dire que lui a été mauvais, lui a été mauvais. Mais en tout cas, je me suis plus servi de gens qui ont fait de bêtises que de gens qui ont réussi. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait une bêtise, au moins, je vais essayer de ne pas la faire. Déjà, oui, c'est ça. Tu vois. Mais moi, je vais te dire une bêtise, Barclay. Je fais jamais 2 fois la même connerie. Je la fais toujours 3-4 fois, bien sûr que c'est une connerie. Ok. Et après, je suis sûr. C'est ça le conseil que tu nous donnes aujourd'hui, faites 3-4 fois. Non, mais en fait, chuter, ça te permet de te faire une autocritique et de pouvoir rebondir. L'échec, c'est aujourd'hui, si tu tentes pas, tu n'y arrives pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule, parce que quand tu te casses la gueule, tu rebondis, ça te rend plus fort. Et les expériences de vie, c'est ça, les expériences de vie. Moi, je me suis trompé plusieurs fois en prépa physique. Au début, avec des entraîneurs, je faisais peut-être un peu trop forcer les joueurs. Et hop, et le week-end, j'ai vu qu'on avait perdu parce qu'ils étaient fatigués. Hop, et on rectifie le tir. Il y avait, voilà, moi, j'ai commencé dans le milieu professionnel, j'avais 25 ans et demi, 26 ans. Là, tu étais où à ce moment-là, à cette période, à 25 ans, 26 ans, c'est ce que tu étais? Moi, là, je venais de partir de Arles et Olivier Dalloglio. Ok, qui était à Dijon. Qui était à Dijon, là, à Montpellier, il n'y a pas longtemps, tout ça. Lui m'avait pris pendant 1 an en stage avec lui. Quand j'étais au début préparateur physique, je n'avais pas encore mon 2e diplôme de prépa physique, j'en avais qu'un de diplôme. Il m'a pris avec lui pendant 1 an. Lui, il m'a tendu la main. Okay. Moi, ça, je ne l'oublie pas. Donc, Bernard Boissier m'a tendu la main. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main dans le football. De toute façon, ça, je pense qu'Uni, on va quand même, parce que l'heure avance, et on se passe que d'être mais oui, l'heure tourne et on a encore plein de choses à découvrir sur toi. Et je sens que ton parcours, il est très riche, et je pense que tu as aussi beaucoup de conseils à apporter à tous ceux qui nous écoutent, parce que même ceux qui ne sont pas dans l'univers du foot, tu parles de l'échec. L'échec, ça peut être dans tous les domaines, d'apprendre et d'apprendre à se relever comme ça. Donc, on va continuer. Je sens que tu as beaucoup de choses à nous apprendre ce soir, mais là, tout de suite, on va se faire une courte page de pub et on revient. Je vous invite à continuer à nous envoyer des messages. Ça se passe au 0460 26. Bon, on le fera après la pub peut-être. Donc, continuez à nous envoyer vos messages. Ça se passe au 0460 26 20 20. Envoyez vos commentaires si vous avez des questions pour le coach. Ça se passe là-bas. Et là, on se fait une courte page de pub, mais on revient très vite. On est toujours dans votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et je suis toujours en compagnie de l'homme le plus mignon de Belgique. Ça va quoi, mec? Ne t'y habitue pas, ça sera pas toujours comme ça. Détends-toi, ça va bien se passer. Ça va quoi, Cuny? Très bien, et on est toujours en compagnie de notre invité du soir, Jérôme Arpinon, qui est actuellement le coach de Virton.
il est en train de nous parler de son parcours plus qu'inspirant et je trouve que tu es un modèle de résilience malgré les épreuves de la vie, malgré tout ce qui t'arrive et puis ton mindset aussi je le trouve très positif et donc je trouve que je pense en tout cas que tu as beaucoup de choses à porter à nos auditeurs, peu importe le domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer. Ce sont des conseils je pense qui sont universels que tu nous donnes ce soir. Et rien que pour ça, merci déjà. Ouais. Non, mais c'est des parcours de vie. Après, chacun, on n'a pas tous une croix dans le dos en disant sauvez-moi, sauvez-moi. Donc, il faut se servir de tout ce qui nous est arrivé dans la vie pour pouvoir rebondir et avoir une certaine philosophie de vie. Voilà. Moi, j'aimais bien, par exemple, mes joueurs. Là, tu vois, dernièrement, quand je suis arrivé, j'ai dit moi, attention, vous êtes joueur professionnel. J'aime pas quand vous venez le matin à l'entraînement qu'il n'y a pas le sourire, que vous ne dites pas bonjour avec le sourire. Moi, les mecs qui font la gueule, ça, j'aime pas. Ouais. J'ai dit parce que vous avez la santé. Vous êtes sur des terrains de football. Il y en a qui rêveraient d'être à votre place. Donc il faut arriver un peu avec le sourire. Et il faut travailler. Parce que ça n'arrive pas tout seul non plus. En fait, un coach, quand je t'écoute parler, c'est au-delà du sportif, c'est aussi quelqu'un qui doit quelque part un peu éduquer aussi ses joueurs. Ah mais tout à fait. Après ça dépend. Il y a des joueurs qui sont très matures, très jeunes. Et il y a des joueurs qui manquent un petit peu de maturité et que... Alors je dirais pas qu'on est leur deuxième papa, ça c'est faux, mais en tout cas on va mettre un cadre. Par exemple, il y a des jeunes Africains qui arrivent d'académie, du Sénégal par exemple, du Mali, et quand ils arrivent ici, ils ont besoin de repères. Et si tu leur amènes pas ces repères-là, ils n'arriveront pas à percer après. Alors peut-être qu'ils auront la force mentale pour pouvoir percer parce qu'ils ont faim, mais à un moment donné dans la vie, il va falloir que tu leur mettes un cadre, tu leur mets un cadre, des règles, et tu leur montres que tu les aimes. Il n'y a que comme ça qu'ils vont faire en sorte de se dépasser. Parce qu'aujourd'hui, le management a un petit peu changé. Il y a une période de vie où, quand on était jeune, enfin, moi, je parle pour moi, il y avait beaucoup un management, on va dire, dictateur. Voilà. Et ce management-là, nous, moi, j'étais pas trop, ça me pénalisait pas trop. Bon, l'entraîneur, quand il nous engueulait, nous, plutôt dans notre tête, on était des revanchards, on voulait prouver qu'on était plus fort que les autres. Et voilà. Aujourd'hui, la génération de maintenant, c'est plus pareil. Donc certains, ils ont besoin d'amour, voilà. Parce qu'ils ont des parcours aussi. Moi, j'avais besoin d'amour. On m'en a pas beaucoup donné. Mes entraîneurs m'en ont pas beaucoup donné, mais les peu qu'ils m'ont donné, j'ai senti que j'avais envie de mourir pour eux. Et ceux qui m'ont tendu la main, moi, j'avais envie de mourir pour eux. Par contre, ceux qui me l'ont fait un peu à l'endroit, à l'envers, une fois qu'ils étaient plus là, c'était pas grave. Voilà. Et je pense que le lien, l'empathie un petit peu avec les joueurs, avoir un peu d'empathie, et après être juste. Tu peux engueuler quelqu'un et lui dire la vérité en face, mais parce que tu es juste. Mais après, il faut lui donner une explication pourquoi tu as dit ça, ça, ça et ça. Ça, c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi tu dois savoir? Parce que tu dois progresser. Donc moi, je vais te dire pourquoi tu n'as pas été bon et ton axe de progression derrière. Je ne vais pas juste t'afficher devant les gens, te dire tu n'as pas été bon, tu n'es pas bon, tu es nul. Tu le mets plus bas que terre devant tout le monde. Pourquoi? Tu es qui, toi? Tu fais le king. Non, tu n'es pas un king. Aujourd'hui, tu es un entraîneur. Et cet entraîneur-là, il est obligé d'être au service de son équipe. Parce que nous, il ne faut pas oublier que c'est les joueurs qui font un bon entraîneur. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui arrivent à faire progresser leurs joueurs. Et ça, moi, j'aime bien faire progresser les joueurs. Parce que je connais beaucoup de joueurs qui ont progressé à mes côtés et aux côtés d'autres entraîneurs que j'ai connus. Mais après, l'entraîneur, il a un rôle pédagogique aussi. Il n'a pas qu'un rôle... même au très haut niveau, hein. Au très haut niveau. Hein. Le joueur, il faut que l'entraîneur il tienne tous ses joueurs dans la main. Il faut qu'il y ait une confiance. Ben oui, il faut qu'il y ait une confiance. Et des fois, alors on m'a toujours dit, on te respectera pas par la peur, mais surtout par la compétence. Voilà. Il ne faut pas l'oublier ça. Parce que la peur, tu vois, Jules César, tout le monde avait peur de lui, mais ils l'ont quand même tué par derrière. Ah bah oui. C'est vrai. Et c'est vrai que beaucoup de gens confondent autorité et tyrannie quelque part parfois, alors que quand tu donnes de l'amour, tu fais les choses de manière juste, tu récupères beaucoup plus, tu peux aller chercher beaucoup plus de potentiel, je pense, chez les gens. Et même, on peut prendre l'exemple à l'école, tu vois, il y a des profs qui sont juste méchants pour rien, et t'as pas envie, en fait, tu vois, ça te donne pas envie d'évoluer, de progresser. Alors que quelque part, quand tu as un prof qui est plus pédagogue, qui essaye de comprendre aussi peut-être les états d'âme des élèves, peut-être ça les motive et ça leur donne envie d'aller plus loin. Et je pense que voilà, c'est dans tous les domaines aussi qu'on peut appliquer cette théorie. Et j'aime beaucoup ton mindset. Barclay, tu es encore là?
Ouais, je suis là. Je suis là. T'es en train de faire ton footing. Bah, je fais beaucoup de choses en vrai. De vrai, je fais pas mal de Barclay, choses. est-ce qu'on n'ira pas faire un petit tour du côté des messages, des commentaires? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on va du Je côté des rappelle, commentaires. 0460 26 20 20 si vous voulez nous envoyer un message. Alors, ok. Alors, si on commence par les commentaires, ici, on a Thierry. Quels sont les. Alors, il y a pas mal de coachs, enfin, il y a pas mal de messages, en tout cas, de Virtonais qui parlent pas mal du club et qui te félicitent pour ton début de saison, enfin pour ton arrivée, du coup pour les 2 matchs que tu viens de faire avec le club. Mais bon, ça je pense qu'aucune y déroulera plus tard. On a Thierry aujourd'hui qui nous demande quelles sont les qualités requises pour être aujourd'hui un entraîneur de haut niveau. Qualité requise, déjà avoir un panel d'exercices pour faire progresser ses joueurs. Déjà c'est important parce que souvent il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière et qui ont de suite entraîné. Moi je pense que d'avoir un passage comme adjoint, être au quotidien avec des entraîneurs déjà un peu chevronnés, ça te permet de bien progresser. Et après, pour le haut niveau, il faut avoir quand même une certaine autorité naturelle. Et dans le management, il faut être assez intelligent. Il faut savoir avoir les bons leviers avec le bon groupe. Tous les groupes sont différents. On n'a pas, là, cette année, moi, à Virton, j'ai un groupe, là, je viens d'arriver, j'ai un groupe qui est assez jeune, qui ne demande qu'à apprendre. Donc il faut éviter de trop leur taper dessus. Il faut mettre, comme on a dit là, juste avant, mettre un cadre et les amener le plus haut possible. Et leur fixer des objectifs à court terme, à moyen et à long terme. Individuels, collectifs et objectifs club aussi. Parce qu'ils ne sont pas éternels. Ils ne seront pas éternels à Virton. S'ils sont très bons, ils partiront de Virton. Donc il faut déjà anticiper tout ça. Mais voilà, pour le haut niveau, c'est le management, c'est hyper important. On va en prendre 2 dernières qui si t'es OK. Allez, Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal les Virtonais. Merci aux Virtonais. Alors, tu as l'équipe de l'UNFP qui regarde. Je te dirai les deux après. Mais tu as Alassane qui est présent. Pas mal de gens de l'UNFP qui sont là. Je lirai les messages après. Mais en tout cas, voilà, on a une question intéressante. Là, je vais essayer d'en choisir une intéressante. Marcel, comment constituez-vous votre staff et la place de la joie de vivre dans votre groupe? Merci Marcel. Et la place de la joie de vivre. Oh, le staff et la place de la joie de vivre. Le staff, pour moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai eu toutes les casquettes dans un staff. Ok. Donc, le préparateur physique, moi, on va dire, Barclay, tu vois, on a calculé tout à l'heure, j'ai à peu près, sur le banc de touche, en tant qu'adjoint et peut-être numéro 1, je dois avoir à peu près plus de 1000 matchs sur le banc de touche. Donc 1000 matchs, j'ai acquis une certaine expérience et tout ça. Donc je connais tout un petit peu dans le staff. Bon, moi, mon préparateur physique, il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il soit fort de proposition. Et moi, j'aime bien déléguer. Tu m'as vu cet été, quand j'ai pris l'UNFP, on avait un staff que je ne connaissais pas. À la fin, plus personne ne voulait partir, on était tous heureux d'être ensemble. Pourquoi? Parce que déléguer, moi je sais que tu as des compétences, mais il va falloir que tu les mettes en application sur le terrain. Et moi, je vais prouver à mes joueurs que toi, tu es très bon dans ton domaine. Parce que grâce à toi, on va les persuader que ce qu'ils font, c'est bien. S'ils arrivent et que moi, je te dénigre, si je te mets un petit peu à part et je me moque un peu de toi, les joueurs, tu vas manquer de crédibilité. Mais quand tu vas les faire travailler, ils ne vont pas faire les exercices à fond. Parce qu'ils ne vont pas avoir confiance en toi. Donc moi, je vais faire en sorte qu'ils aient confiance en toi. Donc je vais t'amener de la crédibilité. Par contre, quand on aura des choses à se dire, on va se les dire tous les deux. Donc que ça soit un adjoint, moi, l'adjoint, je vais le choisir. Là, à Virton, je ne l'ai pas encore choisi. Pourtant, j'ai des profils. Mais je ne vais pas me précipiter. Pourquoi? Parce que je veux un adjoint qui soit en adéquation avec mon équipe. Okay. Si j'ai un adjoint trop autoritaire, peut-être que ça ne va pas le faire. Si j'ai un adjoint qui est un peu entre les deux, là, ça va le faire. À la fois autoritaire, mais à la fois, ils peuvent se confier à lui. Parce que cet adjoint-là, ça va être un filtre pour moi. Moi, je ne peux pas prendre toutes les infos, mais lui, il va être un filtre. Donc, quand il y a un joueur qui a envie de se confier, il va se confier à lui et lui, il va filtrer. Coach, aujourd'hui, il n'est pas bien. Hier soir, il y a eu un petit problème à la maison, il faut le gérer à l'entraînement. Pas de problème. Hop, et on le regarde d'un autre œil. Parce que moi, c'est exigeant à l'entraînement. Voilà, tu t'entraînes comme tu joues, donc il faut faire attention. Et, donc, et comme tu disais, l'avantage que tu as, c'est toi d'avoir connu tous les postes auxquels tu dois placer des gens. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Parce que on peut pas de carotte, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu connais un peu chaque vice, plus ou moins, et qualité requise pour chaque poste, en vrai. Mais en fait, là, tu peux me parler de n'importe quoi, sauf dans mon domaine à moi, tu vois. Si tu me parles de plomberie,
Là, je la ferme, t'as vu. Mais si tu parles de prépa physique, là, tu la fermes toi. Moi, en tout cas, je suis sûr que je parlerai pas. Si tu parce veux que parler de coaching, tu la fermes aussi. Mais si on parle de photos et de médias. Ah, si on parle de photos, je la ferme. Et je dis même, je ferme ma gare. Marc, il y a encore une dernière question. Allez, une dernière question. Alors, il y a pas mal de questions sur le recrutement. Il y a pas mal de gens qui parlent de recrutement, en tout cas, qui veulent. Il y a des gens qui veulent poser leur CV. Qui veulent poser leur CV. Mais c'est pas la question. Je vais essayer de trouver une question parce que, comme c'est la dernière, on va y faire qu'une truc. On va essayer d'en prendre une intéressante. Mais les questions sur le recrutement, etc., je pense qu'on évoquera après. Mais ça sera plus avec quand on parlera de Virton. Mais en tout cas, là pour moi, il y a une question aussi qui est intéressante. Là, on parle de l'équipe. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler forcément. Enfin, c'est pas le truc. Mais quelle est l'importance du réseau? Voilà, ça, c'est une question que j'aime bien. Quelle est l'importance du réseau dans votre métier? Ça, c'est Paul qui la pose. Quelle est l'importance du réseau dans votre métier? Le réseau, il est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on va tisser des liens avec des gens où on va travailler en confiance. C'est des gens qui, par exemple, pour tout, je vais recruter un analyste vidéo. Bon, ben, ils vont essayer, les gens que je connais dans mon réseau, de m'amener le meilleur. Je t'ai parlé tout à l'heure de Raquel Rossa, qui était dans le projet Offenheim, qui a été dans le projet Leipzig, maintenant qui est agent de Upamecano, qui est agent de Haïdara. C'est l'une des agents les plus... Avec qui j'ai joué d'ailleurs, Massadio Haïdara. Voilà, donc c'est l'une des agents les plus puissantes au monde, maintenant. Voilà, elle a vraiment de bons joueurs. C'est quelqu'un qui parle 7 langues différentes. Okay. Et ces personnes-là, dans le réseau, mais je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone pour me féliciter, ces personnes-là, elles travaillent à l'UEFA. Si tu as besoin d'un très bon médecin pour Virton, eh bien voilà, si vous avez tel budget, on peut vous aider. Si vous avez... C'est ça le réseau. Aujourd'hui, c'est des gens, ils n'ont pas l'appât du gain, parce qu'ils sont déjà pleins. Ils n'ont pas de problème. Donc, ils sont là juste pour... ils veulent être peut-être dans un petit projet comme ça. Ils se disent, j'ai donné une petite pierre. Voilà, je suis content, j'ai construit avec eux. Alors, à mon niveau à moi, mais dans le réseau. Parce que Jérôme Arpinon, quand j'ai eu besoin de lui, il ne m'a pas tourné le dos. Et vice-versa. Il y a beaucoup de gens, faut faire attention, le football c'est petit, faut faire attention à qui tu rencontres et ce que tu fais aux gens. Parce qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre toi. Et il ne faut pas l'oublier. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont téléphoné quand j'étais au chômage, parce que la première année où j'ai été viré de Nîmes, parce que bon, aucun entraîneur est éternel dans un club. Tout le monde se fait virer un jour. Et c'est qu'à partir de ta première éviction que tu comprends vraiment les choses. Tant que tu n'as pas été viré, tu es encore dans le monde des bisounours. Le jour où tu as été viré, tu comprends vraiment que le métier, c'est pas si évident que ça et qu'il faut s'accrocher quand même. Même si tu as touché le haut niveau. Aujourd'hui, je suis arrivé dans un projet à Virton parce que le projet à Virton est ambitieux. J'aurais pu aller en France en Ligue 2, là, il n'y a pas longtemps, Barclay le sait. J'aurais pu signer dans un club de national. Mais moi, j'ai signé dans un projet. Je n'ai pas signé dans un club. Parce que tu vises le long terme, en fait. Voilà, je vise le long terme et j'aime la progression, j'aime viser plus haut. Donc, voilà. Et toi, d'ailleurs, dans ton parcours, justement, tu as réussi à... c'est une force, en tout cas, d'avoir pris des équipes qui ne sont pas forcément au haut niveau et les amener au haut niveau. Moi, j'ai pas eu le choix. Si on m'avait proposé Manchester City, je serais là en courant. Non, mais... Le fait qu'Uni a fait allusion à ce que tu as fait avec Nîmes, notamment en partant de National, en l'occurrence. Alors, à Nîmes, ce qu'il y a, c'est que j'ai accompagné beaucoup d'entraîneurs. Ok. Moi, j'ai pris Nîmes vraiment quand ça a été Bernard Blacard à la tête de l'équipe. Quand j'étais avec Jean-Michel Cavalli, à l'époque, tu as vu, on parlait de staff. Dans le staff, on était 3. Le coach, moi, j'étais analyste vidéo, préparateur physique et adjoint. Tu avais 3 postes. Et il y avait un entraîneur des gardiens qui était avec nous. Mais l'entraîneur des gardiens, le coach, il ne calculait même pas. Donc moi, j'étais le coach. Et moi, à l'époque, j'avais 27 ans, 28 ans. Ok. Donc imagine-toi, j'entraînais des joueurs qui avaient 30 ans. Et moi, j'étais adjoint, préparateur physique et analyste vidéo. Je faisais tout dans le staff. Mais Cavalli, c'était mon père. C'était mon père. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire un mot de travers. Et aujourd'hui, c'est toujours. Hein. Je te le dis la vérité. Aujourd'hui, je l'aime comme mon père. Hein. Je te dis la vérité. Donc, et là, j'ai travaillé, malgré moi, mais je ne savais pas qu'à l'époque, il y avait des staffs, il y en avait 7, 8, on était dans le staff. Moi, je faisais les 3 casquettes, je n'avais pas de problème. C'était normal pour toi à ce moment-là. C'était normal. Moi, j'étais dans le travail. Tu n'avais pas connu autre chose? Non. Après, ça a évolué. On a pris une personne de plus et une autre personne. Et lui, il me laissait beaucoup de liberté. Et ça évolue au fur et à mesure que vous montez, ou comment ça se passe? Comment cette évolution prend forme? Donc là, à cette époque-là, moi, je suis revenu à Nîmes. Donc à Nîmes. Bah, c'est après Alès, hein. Voilà. Donc je suis revenu à Nîmes. Après, Jean-Luc Vanucci. Après, je suis arrivé à Nîmes, préparateur physique du centre de formation au départ.
Bon, je te la fais courte parce que l'histoire est longue et je sais que le temps est précieux. Donc, centre de formation, rapidement, Vanucci monte avec l'équipe première. Moi, je fais l'intérim avec l'équipe réserve de Nîmes. D'accord, je continue. Entraîneur principal, là, par contre, je fais l'intérim. Hop, et je faisais toujours la prépa physique de la nationale. On recrute un joueur que tu connais qui s'appelle Robert Malm, à l'époque. Au mois de décembre, on recrute Robert Malm. Mon ami Robert. Et à l'époque, Nîmes était vers le milieu, voire deuxième partie de tableau. Et Robert, 16 matchs, 16 buts. Waouh. Et on monte en Ligue 2. Jean-Luc Vanucci, entraîneur de Nîmes Olympique, de National, fait monter l'équipe en Ligue 2. Aujourd'hui, Jean-Luc Vanucci, je crois qu'il fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France des 18 ans. Ok. Donc, il a la Fédé. Donc, Ok. et très bonne personne, en plus. Et avec qui je m'entendais bien aussi. Et la finalité, c'est que Jean-Luc, au bout de 3 mois en Ligue 2, il se fait virer. Et c'est Jean-Michel Cavalli qui remplace Jean-Luc Vanucci. Et avec lui, on a tissé des liens énormes. Voilà. Et j'ai travaillé 3 ans avec lui, avec qui je me suis très bien entendu. Après, j'ai travaillé avec d'autres entraîneurs. Un autre entraîneur avec qui je me suis bien entendu, que tu connais aussi, c'est Thierry Froger. Ok. Et lui me laissait totale liberté à l'entraînement aussi. Ok. Et avec Thierry, pareil. On n'était que 3 dans le staff. Entraîneur des gardiens, moi et Thierry. À croire que les petits staffs, c'est plutôt positif. Ben, avec Thierry, en fait, quand il a pris l'équipe, Thierry, il y avait eu un mal-être un petit peu dans le club. Le club est descendu de Ligue 2 en National et on est remonté de suite. Ok. Et on est remonté de suite avec Thierry. Et quand on est monté avec Thierry, le président de l'époque voulait nous faire re-signer qu'un an de contrat. Et Thierry, lui, il a refusé. Donc du coup, on a été obligé de partir du club. Donc lui est parti à Vannes et moi je suis parti au Gazélec d'Ajaccio. Ok. Là où j'ai retrouvé... Avant d'avancer, la question que je vais me poser, c'est comment, à cet âge-là, 27 ans, etc., tu te trouves avec des professionnels, des joueurs aussi qui sont déjà en place, etc., avec des hommes, comme tu le disais tout à l'heure. Comment on s'affirme à ce moment-là? Comment est-ce que tu réussis à garder le respect? Parce que tu as plusieurs casquettes aussi qui sont importantes. Et puis tu es plus jeune qu'eux. Et puis tu es plus jeune qu'eux, comme elle le dit Cuny. Il y en a, ils avaient le même âge que moi, il y en a, j'étais plus jeune. Alors moi, j'avais le respect, parce qu'à l'époque, on m'avait dit, ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est par la compétence qu'ils te respectent, pas par la peur. Ils n'avaient pas peur de moi, j'avais mon âge. T'allais déjà les muscu à cette époque-là? T'avais déjà... Non, mais tu sais que moi j'ai toujours, j'ai un caractère assez affirmé, tu vois. On a toujours dit, ouais, Jérôme c'est un nerveux, mais moi je dis plutôt que j'ai du tempérament. Tu vois. Non, mais parce que il y a la nuance, tu vois, il y a une différence, parce que entre nerveux, excité et pas intelligent et faire des trucs tout bêtes, ça c'est pour les autres, tu vois. Moi j'ai du tempérament, c'est-à-dire je me laisse pas marcher sur les pieds, mais je sais parler aussi et dire les choses. On n'a pas besoin d'insulter, juste tu parles posément et tu expliques bien les choses avec le bon regard qu'il faut, et t'inquiète, après ça passe, hein, tranquille. Donc on est d'accord qu'un peu cette partie-là, c'est un peu une sorte de rumeur où c'est vrai que les gens se basent souvent sur le premier avis, sur le premier regard pour dire ouais, Jérôme a du temps à être un coach, on va dire voilà, qui est nerveux, sanguin. Etc. Sanguin, c'est ça le terme. Ouais, sanguin, alors qu'en vrai, comme tu le dis, c'est pas forcément, quand on te connaît en tout cas, c'est pas forcément le cas. Mais non, moi déjà je suis passionné déjà de mon métier. Mais après, je vais prendre l'exemple d'entraîneur. Déjà, pour arriver au très haut niveau, déjà, je ne connais pas trop de béni oui-oui. Tu les connais, toi, les entraîneurs qui ne sont pas excités au bord du terrain? Parce que quand tu prends Diego Simeone, qui est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, j'ai jamais Bielsa, Sampaoli, même Tourelle. Du tempérament, en fait. Même Tourelle. Non, mais quand tu entraînes des joueurs de très haut niveau, avec des forts tempéraments, parce que tu n'arrives pas au très haut niveau quand tu es joueur aussi, si tu es trop gentil. Hein. C'est pas... Le football, il faut savoir que c'est un sport individuel dans un sport collectif. Hein. Parce que d'abord, tout le monde pense à soi avant de penser aux autres. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est un des trucs que les gens ne savent pas forcément de l'extérieur. Non, mais ouais, la concurrence dans un groupe, alors, quand tout le monde joue, tout va bien, mais quand tu joues pas, le joueur, c'est pas le même. Il faut toujours s'occuper plus des joueurs qui jouent pas que de ceux qui jouent. Parce que celui qui joue pas quand il s'entraîne, il a les boules. Mais celui qui joue, quand il s'entraîne, lui, il s'en fout, il joue. Tu peux lui dire ce que tu veux, il s'en fout, le week-end, il joue. Celui qui joue pas, c'est lui qui est le plus délicat. Donc occupe-toi plus de ceux qui jouent pas que de ceux qui jouent. Et ceux qui jouent pas, tu les mets sous ton aile. Et tu leur expliques pourquoi ils jouent pas et quel axe de travail à avoir. C'est pour ça que je te dis, les explications, c'est hyper important. La communication. Et on voit toute la pédagogie aussi qu'il faut mettre aussi dans ce métier. J'aimerais bien qu'on reparle aussi un petit peu de toi et de ta force de caractère, parce que toi, tu as connu un drame aussi dans ta vie, assez jeune. J'en souris, mais bon, moi, en fait, ma maman était dépressive, donc elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Et à chaque fois, c'est moi qui l'ai retrouvée. Ma sœur, elle est désolée de ça, mon père aussi. Chaque fois, elle a eu pris des cachets, elle s'est coupé les veines.
C'était un hasard à chaque fois que ce soit toi qui Mais non, parce que j'avais, je sais pas, moi j'avais, on ne dit pas qu'on avait le syndrome d'Oedipe, je ne dis pas ça, entre ma mère et moi, mais on était très fusionnels, parce qu'elle me manquait beaucoup. Donc, à chaque fois qu'il y arrivait un drame, j'arrivais sur les lieux, c'est moi qui la retrouvais. Voilà. Et la dernière fois que je l'ai retrouvée, bon, ben, ça a été fatidique. Bon, voilà, je l'ai retrouvée pendue dans le garage un soir. Donc voilà, j'étais avec mon papa. En plus, mon père il m'a appelé, il me dit écoute, ta mère elle s'est enfermée dans la maison, je viens d'arriver, je suis inquiet, viens m'aider. Bon, moi j'étais avec mon bébé à la maison, mon fils avait 2 ans. Okay. T'avais quel âge toi? J'avais 26 ans. 26 ans. Ouais, un peu moins. Ouais, 24, donc après la blessure, les blessures, etc. Ça. Et tout, donc c'est plusieurs déceptions dans une période. Mais Barclay, moi ça a duré depuis l'âge de mes 8. Dès que j'ai commencé à réaliser que ma mère était malade de 8-9 ans, moi j'ai toujours vu ma mère faire des crises de spasmophilie, aller à l'hôpital psychiatrique, parce que tu sais, dans ma ville où j'habitais quand j'étais jeune, à Uzès, il y avait un hôpital psychiatrique. Je me suis jamais foutu de la gueule des gens dans les hôpitaux psychiatriques, parce que souvent des fois on se moque, ah regarde-le, lui c'est un fou, lui c'est un fou. Moi, ma mère, pêcheur, elle était là-bas, dans les hôpitaux psychiatriques. Quand j'allais la voir, je la voyais au milieu de gens comme ça. Alors je me dis, c'est pas possible, elle n'est pas comme ça. Mais c'est parce qu'elle était malade, dans le sens où elle faisait vraiment de la dépression. Et la dépression, c'est une maladie quand même qui touche beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et qui peut avoir des conséquences dramatiques aussi. Alors toi, quand ça t'arrive, est-ce que ça te passe par la tête de tout lâcher, de tout abandonner? Au contraire, moi, ça m'a donné de la force pour rebondir, parce que je me dis quoi? Moi, si je fais ça à mon fils, je vais laisser un malheureux. Tu comprends? Tu lui en as voulu? Non, parce qu'aujourd'hui, elle était malade, et presque je comprends. Parce que tu souffres tellement qu'à un moment donné, tu as envie de te libérer de cette souffrance, tu vois. Donc il ne faut pas en vouloir. Et voilà, c'est comme ça. Elle l'a fait, elle s'est libérée de cette souffrance. Mais toi, par contre, il faut que tu vives à travers elle. Donc ton père, ta sœur, ton fils, les gens que tu aimes autour de toi, ben, tu ne peux pas les abandonner. Parce que bon, tu ne cautionnes pas ce qu'elle a fait. Mais elle l'a fait dans le sens où elle s'est libérée vraiment d'un poids qui était énorme. Parce qu'il faut avoir vraiment du courage. C'est vrai que c'est... Pour passer à l'acte. Alors au départ, les premières tentatives, c'est peut-être des appels au secours. Mais quand tu n'arrives pas à comprendre la personne et que c'est trop profond, après, au bout d'un moment, cette personne-là, elle souffre tellement qu'elle est obligée de céder. Et tu sais, quand tu passes à l'acte, ça dure 5 minutes. Si tu arrives à passer les 5 minutes, tu passes plus à l'acte. Bon, mais il faut avoir vraiment du courage pour passer à l'acte, surtout pour se mettre une corde et se pendre. Donc au final, moi, je me suis servi de ça pour dire, eh bien, moi, je ne le ferai pas, ça. Par contre, je vais m'accrocher dans la vie et je vais prouver que ça, je vais m'en servir comme force. Donc, moi, j'ai toujours été persévérant, d'accord, dans tout ce que j'ai fait. Je me suis fixé des objectifs, peut-être hauts, mais j'ai réussi à les atteindre. Voilà. Je me suis fixé chaque fois, je me disais, je vais progresser sur ça. C'est pour ça que chaque année, je passais un diplôme aussi. Maintenant, j'ai 2 diplômes de prépa physique, un diplôme de préparateur mental en plus, un de management. Donc je me suis amélioré au fur et à mesure du temps, tout le temps. Même l'année dernière, j'ai refait du management et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et je me suis servi de ça, en fait, aujourd'hui, je me dis, voilà, mon fils, je veux être un exemple pour lui. Je veux être un exemple pour les gens qui m'aiment aussi. Voilà, autour de moi, je veux être un exemple pour tous ces gens-là. Quand je suis passé à l'UNFP cet été avec Barclay, je suis arrivé avec tout ce panel dans ma tête. Mais ils ne se sont jamais rendu compte, Barclay, qu'il m'était arrivé tout ça. Parce que moi, je ne vais pas faire le Calimero, je ne vais pas mettre une croix dans le dos, comme je vous ai dit tout à l'heure, sauvez-moi les gars, il m'est arrivé ça dans ma vie, prenez-moi au travail parce qu'il m'est arrivé ça. Non, au contraire, ça me sert de... Là, je suis bien là. Moi, je suis bien. C'est ta force, en moi, fait, je suis bien dans mes baskets, moi. Là, on en parle aujourd'hui, et vraiment, on fait une confidence, mais c'était déjà apparu dans des articles, qu'il m'était arrivé ça quand j'étais plus jeune. Mais j'en parle pas tous les jours, là. On parle... Là, on est tous les 3, et même si les auditeurs... T'es à la maison, on est entre nous. T'inquiète, les auditeurs, ils sont là, c'est comme si c'est la famille. Et c'est ça aussi, Rapologie. Alors, ici, on n'est pas là pour parler de ce qui est des polémiques, etc. Là, on est vraiment là pour... Mais moi, si je t'ai posé cette question, c'est parce que, clairement... Non, c'est parce que beaucoup de gens vivent des épreuves difficiles, beaucoup plus dures ou beaucoup moins dures que ce que tu as vécu. Mais parfois, ces gens se servent de ces épreuves pour abandonner.
Non. Tu vois? Et toi, ça n'a pas été ton cas. Et je trouve que c'est important aussi de le dire qu'on peut vivre des épreuves dramatiques. Perdre sa maman de cette manière-là, c'est plus que dramatique. Surtout quand on est jeune. Et surtout aussi d'avoir vécu toute une jeunesse où tu as vécu avec une maman malade. Et beaucoup de gens pourraient se servir de ça pour abandonner, pour faire des bêtises, pour dire ouais, mais moi, j'ai souffert. Mais toi, tu as réussi et c'est ça qu'on appelle la capacité de résilience, c'est de prendre ces épreuves et d'en faire une force et de te battre et de réussir aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est des clés que j'aimerais bien que tu donnes à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on réussit à trouver la force dans ces épreuves. La force, parce que c'est vrai, enfin, pour avancer, c'est vrai qu'il y a la force, parce que c'est vrai que tu es passé par des épreuves très difficiles, mais derrière, tu vas te battre, tu vas finir par arriver en Ligue 1, tu vas finir par... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est tout. En fait, c'est toute la beauté de ton parcours, en fait, et c'est la beauté dans l'épreuve aussi, tu vois, que tu nous mets sur le plateau aujourd'hui, tu vois. Après, moi, j'ai été riche de rencontres, hein, je vous dis la vérité. Moi, je me suis inspiré de beaucoup de gens qui m'ont entouré, des gens un peu plus âgés que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, et j'ai toujours écouté. Parce que quand tu veux progresser, ben, il faut savoir écouter. Tu vois, tu peux pas, aujourd'hui... Moi, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. À chaque âge, on mûrit et on grandit et on apprend. Moi, j'ai appris tout au long de ma vie. Et un homme qui a 18 ans, à 22 ans, il ne sera pas le même. À 28 ans, il ne sera pas le même. À 32. Et aujourd'hui, à 45 ans, je ne suis pas Jérôme quand j'avais 20 ans. Or oui, peut-être quand j'étais jeune, quand j'étais sur le terrain, j'étais un joueur hargneux. Bon, après, ce tempérament, je l'ai amélioré. Mais on se bonifie avec le temps. Donc cette force-là, on la trouve à travers les épreuves de vie qu'on a eues. Mais surtout, ces clés-là, c'est au contact de gens. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre et d'aller au contact des gens. Il ne faut pas avoir peur de voyager. Il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas se lamenter sur son sort. Parce qu'en fait, ceux qui se font que se plaindre, c'est les faibles. Quand tu ne te plains pas, aujourd'hui, moi, je suis dans une épreuve. Aujourd'hui, j'arrive à Virton. Je ne me plains pas, au contraire. Je suis très fier d'être à Virton. C'est un club historique, belge, qui a été déjà vraiment au niveau. Et moi, ce club-là, aujourd'hui, ils sont en national. Mais je suis qui, moi, pour dénigrer un club qui vient me chercher en national, qui vient me donner à manger? Grâce à ce club, peut-être que tous les mois, j'ouvre mon frigo, je remplis mon frigo, je donne à manger. Et en plus, je fais plaisir à des gens aussi. Je rends des gens heureux. Quand Virton gagne, il y a beaucoup de supporters qui sont heureux. Donc moi, que j'entraîne en Ligue 1 ou que j'entraîne en Belgique 2 ans après, en national, et tu le sais, je suis parti à la Coupe du Monde avec Hervé, invité, tout ça, j'ai vécu des choses, je suis allé à River Plate, j'étais avec Gallardo, j'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, je suis à Virton, en Belgique, il pleut tous les jours, mais moi, je m'en plains pas. Demandez, hein, elle est là. Hein. Donc, il y a ta chérie qui est venue te rejoindre aussi, qui est là avec et je m'en plains pas, elle me dit, oh, nous on a le soleil, j'ai dit, moi je m'en fous, je suis sur le terrain, je suis heureux, je fais ma passion. C'est vrai qu'on te sent heureux quand même. Moi, pour avoir passé ces 6 semaines, avec toi à l'UNFP, c'est vrai que on sentait que tu avais envie, tu avais des choses à donner, tu as donné beaucoup aux joueurs, beaucoup de clés, tu voulais travailler, etc. Et après, on a gardé le contact. Après le stage, un super contact. Et juste après, tu chantais que tu avais ce truc de dire, t'as envie d'aller sur le terrain, t'as envie de donner, t'avais envie de... Je le sentais, ça. Mais ce qu'on ressent, en fait, ce que je ressens, en tout cas moi, en discutant avec toi, c'est que tu es quelqu'un qui a beaucoup reçu, parce que comme tu le disais, tu as été au contact de beaucoup de gens qui t'ont appris beaucoup de choses, et que tout ce que tu as reçu, tu as envie de le donner en retour. Et en plus, j'ai appris beaucoup de choses avec des gens, pas que dans le football, sur des expériences de vie où des gens, il y a eu des malheurs plus importants que moi. Quand j'ai été en prison, je peux te dire que j'ai connu des gens, parce qu'en prison, il y a des gens qui y sont. Je te donne un exemple, un père et un fils, tu vois, qui étaient en prison. Et par exemple, leur petite fille du papa, elle avait 8 ans, elle s'est fait violer. Elle s'est fait violer. Donc eux, ils sont arrivés en prison, pourquoi? Ils se sont arrêtés à un arrêt de bus. Ils ont attendu que le chauffeur de l'arrêt de bus arrive. Ils ont sorti le chauffeur du bus. Ils l'ont tabassé pour que la police arrive et qu'ils les arrêtent. Pour qu'ils se fassent emprisonnés dans la même prison que le violeur de leur enfant. Mais non. Pour pouvoir l'assassiner. Et après, ils ont mangé beaucoup d'années de prison parce qu'ils ont fait vengeance, parce qu'ils avaient tué la petite quand même. Hein. Violée et tuée. Oh. Petite de 8 ans. Donc moi, tu fais ça à mon fils aujourd'hui. Et toi, tu as un enfant aujourd'hui qui a 8 ans. On fait du mal à ton enfant qui a 8 ans, on assassine. Si tu as la personne en face, si tu peux te faire vengeance. Alors moi, je ne dis pas de se faire vengeance, je ne dis pas ça.
Je dis pas, faites-vous vengeance. Mais tu vois, en prison, tu connais des gens qui sont malheureux aussi. Ouais. Parce que là, ils ont tué leur vie. Ils font 20 ans de prison parce qu'ils ont vengé. Donc la vengeance, des fois, c'est pas très bon. La vengeance, elle a un prix aussi. Elle a un prix. Mais là, tu vois, quand tu connais des gens comme ça... Moi, j'ai connu une dame, parce que après, j'ai changé de prison. Donc j'ai fait 2 ans à Arles et 5 ans à la maison d'arrêt de Nîmes, avec le même rôle, éducateur. Et après, je formais les moniteurs de sport en prison. Ok. Donc après, les moniteurs de sport, je leur amenais un rôle pédagogique, parce que souvent, c'est des surveillants qui sont détachés au sport. Donc, toujours en faisant du foot, toujours avec le foot, toujours avec avec le le foot à foot, côté. en parallèle. avec le foot et tout ça. Et la finalité, c'est que j'avais une dame que je voyais, elle me disait, vous allez bien, ça va, Jérôme? Parce que moi, il m'appelait Jérôme, il ne m'appelait pas surveillant, je n'étais pas surveillant. Donc Jérôme, on avait une certaine proximité, je l'amenais au sport. Et en fait, cette dame, elle se faisait frapper pendant 20 ans par son mari. Oh. Et ses enfants, ils se faisaient frapper pendant 20 ans. Et un jour, le mari, il a pris sa fille et elle, il les a pris à coups de clé à molette. Donc il les a laissés raides. Et quand elles ont émergé un petit peu, du sang de partout, bien sûr, le mari il était endormi dans le lit. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont tué à coups de barre de fer, ou je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles l'ont tué. Et c'est elle qui l'a tué. Et je pense que la fille aussi, elle a déplacé le corps. Mais la maman, au tribunal, elle a dit quoi? Non, moi j'étais toute seule. Bon, le mec il faisait 100 kilos, elle fait 60 kilos. Hein. Ouais. Bon. Mais au final, cette dame, elle est en prison. Elle a subi toute sa vie. Et maintenant, en plus, elle subit une double peine parce qu'elle est en prison, parce qu'elle a tué son mari. Tu vois? Et ça, c'est pas quelqu'un qui a commis vraiment des choses horribles. Ils n'ont pas attaqué des enfants, ils n'ont pas fait des braquages, ils n'ont pas fait du terrorisme. En fait, c'est des histoires de vie tellement compliquées. La justice doit faire son travail, mais quelque part, c'est une histoire de vie que nous, en tant qu'êtres humains, on comprend. En fait, et on trouve ça triste, en fait, de voir ces femmes-là en prison. Voilà, on peut dire, après, voilà, c'est vrai que c'est des histoires tristes, mais bon, il faut faire attention quand même à ne pas se faire violence soi-même. C'est vrai que même si c'est très difficile, et ça, on est totalement d'accord. Moi, je ne sais pas comment je réagirais s'il m'arrivait des choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est des parcours, en fait, qu'on peut que comprendre. Voilà. Et puis la justice derrière doit faire son travail. Et donc c'est normal que ces personnes soient en prison. Mais en même temps, on a envie de dire, mais elles ne méritent pas d'être en prison. Voilà. Et quand tu es au contact d'eux en prison, c'est pas les gens qui vont t'agresser. Au contraire, tu vas discuter avec eux. C'est une dame qui était vachement littéraire, on va dire. Elle lisait beaucoup de livres et tout ça. Elle était très intéressante aussi quand on discutait avec. Et d'autres détenus que j'ai connus en prison qui étaient très, très intelligents. Des gens qui étaient très instruits en prison. Mais voilà. Mais au final, ces parcours de vie, voilà, des gens que j'ai connus comme ça m'a donné de la force parce que j'ai dit, moi, j'ai pas envie d'être là. Moi, j'ai envie d'être dans ma passion. Donc ma passion. Et moi, je sais que quand ma mère venait me voir jouer au foot quand j'étais plus jeune, elle avait les yeux qui brillaient. Donc aujourd'hui, je me dis quoi? Je me dis, elle aurait été fière de moi. Voilà, tout simplement. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Là, je vois qu'il est l'heure de se faire une petite page de pub. Donc, on va se quitter quelques instants. Ça va durer juste 2 minutes. Et puis, on parlera aussi de tes plus beaux succès, de tes meilleurs moments dans ta carrière. Tu nous feras part de tout ça. Mais juste avant, on se fait une courte page de pub et on revient très vite. Rapology Du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Yo, you with Queenie on BX1. On est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, toujours en compagnie de Mister BMP. Ouais, ma Queenie, toujours là. Ça va quoi? Très très bien, et toujours en compagnie de notre invité du soir, Jérôme Arpinon, le coach de l'équipe de Virton. Il est arrivé tout fraîchement de Nîmes. Il a pas ramené le soleil avec lui, pas dans ses valises, mais en tout cas, il a ramené sa bonne humeur. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Tu nous as fait part de ton histoire, de beaucoup d'éléments qui montrent à quel point, dans la vie, en fait, les épreuves, parfois, peuvent être des moteurs pour avancer. Et qu'il ne faut pas rester parfois sur des défaites. Tu en as connu aussi dans ta vie, mais tu as sûrement aussi connu des très très belles choses dans ton parcours. Et c'est ça que j'aimerais aborder là tout de suite. C'est tes plus belles réussites. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours professionnel. Professionnel, parce que de vie, c'est mon fils. Mais ça c'est une évidence. Mais dans ton parcours professionnel. Moi, ma plus belle réussite, c'est... Paradoxalement, à des résultats sportifs et tout ça, c'est tous les diplômes que j'ai eus en fait. C'est une fierté pour moi parce que
Mais parce que les études, c'est important et la connaissance aussi est hyper importante. Et honnêtement, j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai fini, j'avais 42 ans. J'ai commencé à passer des diplômes, j'avais 20 ans et j'ai fini à 42 ans. T'as fait 22 ans d'études, mais tout en travaillant à côté. Tout en travaillant à côté. C'est un boss, hein. Donc je passais mes diplômes. Mais moi, j'ai passé des diplômes, des fois, qui n'ont rien à voir avec le football. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait par exemple? Diplôme de natation, par exemple. Tu vois, je suis prof, je suis maître nageur. Voilà. T'es un passionné de sport en fait. Toi, c'est le sport en moi, général. j'ai fait du kickboxing, parallèlement au football, quand j'étais jeune. Voilà, et j'ai été entouré des meilleurs en plus dans le kickboxing dans ma région. J'ai un ami à moi qui s'appelle Olivier Cerdan, qui est 7 fois champion du monde. Samir Mohamed, dit le Petit Prince, qui est 17 fois champion du monde. Kick, Kawan, Full. Voilà, donc, et moi j'ai été au quotidien de sportifs de très haut niveau. Olivier Cerdan, j'ai été son préparateur physique quand il a préparé la Nuit des Champions à Marseille, qu'il a remporté 2 années d'affilée. Donc ça a réuni les meilleurs kickers mondiaux. Donc c'est une réunion sur Marseille qui est vraiment exceptionnelle, quoi. Donc moi j'ai assisté à ça, tu vois. Je me suis occupé d'Anthony Boissière, un pilote de motocross. Ok. Tu vois, qui faisait les championnats du monde, qui était 6e mondial quand même. Quel rôle t'avais quand tu dis je me suis occupé? C'était quel rôle? Préparateur physique. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas y apprendre à conduire une moto, ça c'était pas possible. Pourtant, de la moto aussi, j'aime la moto, donc j'aime la vitesse. Moi j'ai fait de la moto quand j'étais jeune et tout. C'est pour ça que je me suis intéressé au sport mécanique. Mais Anthony, lui, c'était par exemple, il avait le syndrome des loges, donc il avait mal aux avant-bras. Syndrome des loges, tu connais ou pas? Non. Syndrome des loges, c'est quand ton muscle, en fait, il prend plus de place que l'enveloppe qui l'entoure. Okay. Donc c'est comme si tu avais le muscle à l'intérieur d'un sac plastique. Et après, le muscle te comprime et ça te fait des tétanies au niveau des bras. Donc tu peux plus fermer le poing, tu peux plus rien faire. Donc tu peux l'avoir au niveau des mollets, tu peux l'avoir au niveau des avant-bras. Et dans les sports mécaniques, ceux qui ont ça, souvent ils se font opérer. Donc on coupe l'aponévrose, ça s'appelle, on la coupe, on libère le muscle, comme ça il peut un peu respirer, comme on dit. Voilà. Et Anthony, lui, il avait des problèmes sur ça. Et il avait des problèmes aussi, quand il démarrait, en fait, des fois, sur la ligne de départ, il partait, il était 9e, 10e. Et pendant la course, il avait les meilleurs temps parce qu'il redoublait tout le monde. Alors je me suis dit quoi? S'il arrive à avoir une vitesse de réaction plus importante, s'il démarre déjà qu'il est 3e, lui, il va finir premier tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc au départ, on a travaillé la vitesse de réaction. Voilà, parce qu'il manquait un petit peu de vitesse de réaction. Olivier Cerdan, lui, j'avais rien besoin d'y apprendre. Hein. Physiquement, c'était un monstre. Lui, il avait besoin juste de travailler, juste de bien se préparer avec un préparateur physique différent, parce qu'il savait déjà tout faire. Donc, c'était inné. Tout ce qu'il faisait, c'était inné. Donc, voilà. C'est impressionnant quand même tout ce que tu as fait. On dirait que tu as eu 1000 vies. Encore, je te raconte pas tout. Là, donc, il y a pas mal de questions qui tombent, beaucoup de cœur de la part des Virtonais. On voit beaucoup de Virtons. Il y a des flammes aussi, je vois des flammes. Tu vois, et je vois des couronnes. Hein. Des couronnes. Je pense que tu vas être couronné bientôt. Je sais pas, mais en tout cas, moi, mon rêve aujourd'hui, l'objectif que je me suis fixé, c'est déjà d'être dans le projet Virtonais. C'est une question d'ailleurs qui a été posée, mais bon, je n'osais pas la poser. Mais comme tu dans le projet, N'Golo Kanté et les dirigeants, bon, déjà, quand ils m'ont recruté, ils ne se sont pas moqués de moi, déjà. Donc, première chose, j'ai été très bien accueilli. Comment ça s'est passé, d'ailleurs, cette arrivée à Virton, qu'on y arrive? Donc là, avant Virton, déjà, tu arrives à l'UNFP, tu fais le stage à l'UNFP. Déjà, est-ce que tu as un mot par rapport au stage que tu as effectué à l'UNFP? Ils sont venus déjà cet été me chercher. Donc, il y avait cet été, tu sais très bien que, Julien, que tu connais bien, avec qui j'ai fait l'entretien avec Sochaux. Ouais. D'ailleurs, un grand bonjour à Julien Cordonnet. À Julien, et je le remercie parce qu'au moins lui, tu vois, il fait partie des personnes qui ne jugent pas. Il fait partie des personnes qui jugent par lui-même. En effet, j'ai une anecdote même sur ça, parce que moi-même, Julien Cordonnet a été mon directeur sportif à l'US Orléans, et c'est vrai qu'il m'a recruté par mes qualités, après avoir fait un essai, etc. Et c'est vrai qu'il faisait partie de ces peu de personnes-là qui ne jugeaient pas. Et il m'a donné une chance. Sachez une chose, et ça vaut pour tout le monde, on n'a jamais l'opportunité de faire 2 fois une première impression. Donc quand vous rencontrez les gens, il faut avoir la bonne impression au début. Mais par contre, quand vous les rencontrez, mais quand vous ne les connaissez pas et que vous les voyez qu'à travers la télé ou les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la même personne dans la vraie vie. C'est vrai. Donc il faut faire attention au jugement trop hâtif.
Et ça, c'est un très bon conseil que vous nous donnez là, monsieur le coach. Comment ça se passe du coup? Bon, on a un peu sauté les étapes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette partie Nîmes qui revient pas, parce qu'il y a aussi des messages de Nîmois et de gens de la région. Comment d'entraîner en Ligue 1? Quelle anecdote tu as rapidement par rapport à ton passage à Nîmes? On sait que tu les as pris, du coup, enfin, t'as passé quasiment tous les échelons avec eux. Comment ça s'est passé? Quels souvenirs t'en gardes? Quelle anecdote tu as à nous raconter? Les plus beaux souvenirs, c'est la montée avec Thierry Froger de National en Ligue 2, la deuxième montée de National en Ligue 2. Comment on fait une montée de National en Ligue 1? Et en fait, nous, on avait construit ça, comme on savait qu'on descendait, on avait déjà recruté les joueurs du niveau pour remonter l'année d'après. Donc on avait anticipé pour pouvoir remonter. Donc ça a été assez compliqué, mais il a fallu un petit peu remanier un petit peu l'effectif, donc couper des têtes, remettre des joueurs au poste, des joueurs du niveau, faire attention aux joueurs qui sont blessés, garder une certaine homogénéité avec un bon groupe qui s'entende bien entre eux. Bon, on était remontés, voilà. Et d'ailleurs, une question, je rebondis sur une question parce que ça tombe bien, c'est une question, comment est-ce que en Ligue 2, à ce moment-là, on recrute? Comment est-ce que tu veux recruter? Quel rôle t'avais toi à ce moment-là? Je pense que tu étais déjà adjoint, si je ne me trompe pas. J'ai toujours été adjoint. En fait, préparateur physique, ça a été presque mon second rôle. Moi, à partir de Cavalli, donc tu regarderas les entraîneurs de 2008 jusqu'à maintenant, j'ai toujours été adjoint et j'étais en charge de la préparation physique. Mais j'ai toujours été adjoint. Moi, j'animais les séances, c'est moi qui allais chercher les joueurs. En fait, les coachs, à la fin, et surtout, attention, moi, il y a une personne aussi que je remercie vraiment du fond du cœur, il s'appelle Bernard Blacard, d'accord? Parce qu'il y a très peu d'entraîneurs qui font ce qu'il a fait lui. C'est-à-dire, il a donné le bâton de relais, il m'a dit, voilà Jérôme, aujourd'hui c'est toi l'entraîneur. Moi je suis à tes côtés, mais t'entraînes. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui te laissent vraiment toutes les préreaux, et même te laissent faire l'équipe et tutti quanti. Ça, c'était la première fois que tu devenais vraiment entraîneur toi-même? En fait, moi, c'est simple, quand je suis revenu du Gazelle d'Ajaccio, j'ai travaillé avec Pascoletti une période. Pascoletti après est parti du club et Bernard Blacard est arrivé. Donc Bernard Blacard, c'est Laurent Boissier, qui est le directeur sportif d'Angers, qui l'a mis en place à Nîmes Olympique. D'accord. Qui a été visionnaire avec lui. À l'époque, le président, il s'appelait Perdrier. Donc c'était le président délégué qu'avait mis Rani Assaf. Rani Assaf était que propriétaire du club, mais le président, c'était Perdrier à l'époque. Et là, il y avait vraiment une entente, une harmonie vraiment énorme. Et Bernard, sur la première année, commençait à me laisser faire un petit peu. Deuxième année, et après l'année de la montée, les années de Ligue 1, il m'allait vraiment déléguer beaucoup de tâches, voire énormément de tâches. C'est vrai, parce qu'on te retrouve par exemple dans des conférences de presse avec Galtier, par exemple, on a pu voir sur Internet, voilà. on te voit faire des conférences de presse, assister au... La dernière année où j'étais à Nîmes, il faut savoir une chose, c'est que Rani Assaf me donne l'équipe première. Mais il a quel rôle à ce moment-là, pour ceux qui nous écoutent, Rani Assaf à ce moment? C'est le président. Voilà. Okay. Donc à l'époque. Mais Bernard Blacard, lui, devait rester au club avec moi, dans un autre rôle. Mais à cette époque-là, il y a eu changement de directeur sportif. Ça, c'est la dernière année à Nîmes. Là, vous êtes en Ligue 1. Ligue 1, on est en Ligue 1. Dernière année à Nîmes, on se sauve grâce au Covid, plus ou moins, mais on se sauve, il n'y a pas de problème. Et après, il nous restait 3 ans de contrat. Blacard et Arpinon, il reste 3 ans de contrat. Moi, j'ai le diplôme. J'ai le diplôme, j'ai le BEPF, donc je peux entraîner en Ligue 1. Voilà, ce diplôme te permet d'entraîner aujourd'hui en première division. Qui permet d'entraîner tout seul en première division. En première division, voilà, tout seul. Et juste avant, je l'avais déjà eu 1 an auparavant. Mais pendant 1 an auparavant, je travaillais quand même avec Bernard. Dans l'année, on a eu des petits problèmes. Le président voulait se séparer de Bernard. On a fait front tous les deux et Bernard est resté. Et Bernard, on a continué et on a sauvé l'équipe. Et la dernière année, donc, il nous restait 3 ans de contrat. Et changement de politique sportive, donc changement de directeur sportif et le bras droit du président, plus ou moins. Il y avait des gens qui étaient un peu influents par rapport à lui. Et il décide de se séparer de Bernard Blacard. Chose que Bernard Blacard, lui, on avait monté un projet comme quoi il allait superviser un petit peu l'équipe professionnelle, il allait prendre la tête de l'équipe pro, mais rester avec moi, parce que moi je m'entends bien avec lui. Et au final, bon, la direction a préféré se séparer de lui. Donc on a commencé à virer Laurent Boissier, après Jérôme Arpinon, après Bernard Blacard et après Jérôme Arpinon. Et après ils ont refait un nouveau petit truc entre eux. Comment ça se passe, comment ça se passe à ce moment-là quand tu te fais virer de Ligue 1? Dans quel état tu es? Et tout à l'heure, en plus, il disait, la première fois qu'on se fait virer, c'est là qu'on comprend vraiment comment est-ce qu'on se sent. On en a parlé un peu à l'époque. Et tu le comprends pas de suite. Ouais. Parce qu'au début, en fait, tu prends un petit coup derrière ta tête. Donc quand tu te fais virer, tu es presque soulagé. Parce que, attention, la Ligue 1, c'est un rouleau compresseur médiatique. Toi, tu es préparé aux critiques, mais ta famille n'est pas préparée aux critiques.
Et ça fait mal parce que toi, demain, on va parler de ton homme en l'insultant. On va pas parler de ton homme en tant qu'entraîneur, on va parler de ton homme en tant qu'homme. On va dire plein de saloperies sur lui. Ça va te toucher. Complètement. Lui, il va être un peu hermétique à tout ça parce qu'il est dans sa bulle travail. Il est dans le truc. Mais toi, t'es pas dans la bulle. T'es pas dans la bulle, toi. Toi, t'es à l'extérieur. Donc, t'as ta sœur, t'as ton père. Moi, il y a ma sœur. Mon père, heureusement qu'il n'a pas les réseaux sociaux. Alors. Mais ma sœur, pêcheur qui est malade aussi, et qui a eu un cancer et qui s'en est remis. À l'époque, bon, elle n'était pas tout à fait fraîche quand même, tu vois. Donc, ça me faisait de la peine de voir ma sœur. C'est ma sœur aînée de 8 ans. La femme qui m'a élevé, ça me faisait de la peine de la voir vraiment malheureuse, quoi. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Mes amis intimes, ils devenaient fous. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du travail. Mais ça fait mal à ces gens-là. Mais eux, ils sont pas prêts. En fait, toi, tu es préparé parce que t'es conditionné pour ça. Tu sais comment est la presse, mais eux, ils sont pas prêts pour ça. Il n'y a pas d'école pour la famille d'un... Psychologiquement, je peux te dire une chose, c'est que les 2 premiers mois, quand j'étais plus au club, moi, j'étais un peu... voilà, je me suis dit, on va souffler, tranquille. On a fait ça fait 6 ans d'affilée qu'on est, on est en professionnel. On va prendre un peu du recul, on va souffler. Donc, j'ai décidé de prendre une année, de ne pas travailler pendant une année. Voilà. Par contre, l'équipe TV m'a accueilli. beIN Sport m'a accueilli grâce à Robert Malm, Margot Dumont, John Ferreira. Marc Lass. Et là, tu te retrouves dans les médias. Et là, je me retrouve dans les médias. Marc Lass, Pierre Boubi aussi, qui m'avait tendu la main à l'équipe TV. C'est lui qui avait parlé à Marc Lass. Donc... Et ces gens-là, en fait, alors même si ça a été une courte période pour moi, que je les ai côtoyés très peu sur les plateaux, mais Robert et Margot, je les côtoyais, eux, au bord du terrain pendant des années. Donc c'est différent. Mais l'équipe TV, eux, c'était... Tu vois, j'ai connu Karine Galli, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont très gentils, qui te tendent la main, et qui ont une vision du football qui est complètement différente, ou du sport pour certains, ou des fois qui ont la même vision que toi aussi. Et grâce à ces gens-là, en fait, je vais te dire la vérité, ils ont donné une autre image de moi. Ces gens-là, en fait, ils ont parlé du vrai Jérôme Arpinon. Ils ont su t'humaniser. Non, même pas. C'est-à-dire qu'ils me connaissaient à travers un terrain, mais ils ne me connaissaient pas dans la vie de tous les jours. C'est pas l'homme. Et mon image, en fait, grâce à eux, elle a changé. Il y a une deuxième entité qui a fait en sorte que mon image change, c'est l'UNFP. Et l'UNFP m'ont beaucoup apporté. Pour ceux qui ne savent pas, l'UNO, c'était cet été. Pour ceux qui ne savent pas, c'était aussi. L'UNFP, parce qu'on est en Belgique, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. C'est un syndicat. À force de vivre avec Barclay, t'inquiète, on en apprend. Et en fait, c'est le syndicat des footballeurs professionnels. Et ils organisent un stage chaque été pour les joueurs qui sont sans club, pour leur permettre de rester en forme. Ils font des matchs contre des équipes professionnelles. Et ils prennent aussi, des entraîneurs professionnels, dont Jérôme Arpinon, qui a fait le stage cet été. Entre autres, ils font ça. Ils font plein d'autres choses aussi à côté. Mais il y a aussi les trophées UNFP. Ils aident vraiment les joueurs aussi à travers plusieurs actions. Plein d'actions. Ils aident même les joueurs qui sont qui ont des différends avec les clubs. Enfin, c'est un syndicat, donc ils ont le rôle d'un syndicat comme un syndicat dans n'importe quel travail. Et donc voilà un petit peu. Je résume bien. Ouais, c'est très bien. Je connais l'UNFP. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une bosse. D'ailleurs, un gros big up à Pascal Bouligny, à toute l'équipe d'ailleurs. Voilà. Et donc justement, toi, tu te retrouves à l'UNFP cet été. Voilà, ça m'a permis de m'exprimer, de remettre un peu les crampons, d'être au bord du terrain avec un groupe. Et cet été, il y avait un groupe extraordinaire, donc on a passé vraiment de bons moments. Je suis content parce qu'on va dire 99% des joueurs ont retrouvé un club aussi, donc on va dire que le stage a été bénéfique pour eux. Ils ont été en vue. Et voilà, et le management de cet été aussi est différent. Quand tu as un public comme l'UNFP, où c'est des joueurs qui sont dans l'échec pour la plupart, ou qui n'ont pas de club. Alors dans l'échec, c'est pas qu'ils ont été virés, c'est pas ça. Ils sont en fin de contrat, ils sont en transition entre 2 clubs, mais le cerveau gamberge. Voilà. Pourquoi j'ai pas été gardé ou pourquoi voilà. Est-ce que je vais retrouver un club? Est-ce que je vais retrouver voilà, tu es dans l'inquiétude en permanence, tu es dans le stress, tu gamberges. Et toi là, si tu arrives là et que tu as un management de dictateur, bon là tu as perdu tout le monde là. Tu n'as pas le temps de fermer les yeux que tu es déjà à ta maison. Donc au final, là il faut amener quoi? Cet été, on a mis plein de petits outils de travail. Barclay il a découvert un petit peu un management un peu différent. Où, par exemple, on a mis vraiment, à tous les entraînements, on a mis de la joie, voilà, on a mis des sourires, et on a impliqué tout le staff. En fait, le staff fait partie prenante de cette joie de vivre. Si tu les fais participer, ils s'attribuent les victoires, les défaites, comme les joueurs.
Et ils sont autant déçus quand on perd et ils sont autant contents quand on gagne. Donc le staff participait à tout ça. Et on donne des outils de travail au staff. Il y a des manières de parler aux gens aussi. Et ça, c'est important. Mais après, nous, on se dit les choses. Toutes les séances sont construites. Ce qu'on va dire aux gars, il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que lui, on a tous des sensibilités différentes aussi. D'accord. Et pour tout, moi, il y a des joueurs, tu peux les engueuler devant un groupe, et il y en a d'autres, ils sont plus susceptibles. Donc avant de les engueuler devant un groupe sur un retour vidéo, tu dis viens voir, je vais te parler. Alors là, sur le retour vidéo, je vais parler de toi. Ne te vexe pas, parce que là, tu n'as pas fait telle et telle action, mais attention, c'est pour la progression collective, et la tienne y compris. Donc quand je vais parler de toi, ne sois pas surpris. Donc lui, il arrive... Il est OK avec ça. Pas surpris en fait quand il se prend des commentaires. Il n'est pas susceptible. Voilà, il ne fait pas le susceptible. Moi c'est vrai qu'Uni, pour avoir été dans le stage, comme tu le sais, c'est vrai que nous qui sommes dans les médias, avec toi Cuny, etc., donc c'est vrai qu'on est plutôt dans cet aspect médias, réseaux sociaux, et d'ailleurs on remercie encore le fait de nous faire confiance depuis maintenant quelques années. Mais c'est vrai que c'était cette année, c'était comme chaque année, c'est vrai que comme il a dit, c'était différent et c'était aussi intéressant de voir plusieurs méthodes. Donc j'ai eu la chance de voir plusieurs coachs, donc Corentin Martins, Patrice Baumel, etc. Et c'est vrai que là aussi j'ai appris. Donc c'est vrai que chacun a ses méthodes qui sont différentes les uns des autres. Et c'était super intéressant d'être au cœur. En fait, c'est super intéressant d'être au cœur des entraîneurs et de voir les méthodes pédagogiques, comme on parle là, c'est les pédagogiques qu'ils mettent en place. Moi, il sait que j'ai un franc-parler. C'était qui le meilleur? Je crois qu'il laissait pas mal de la pub, je crois. Je crois que c'est l'heure de la pub, mais on va pas se la mettre tout de suite. On va arriver justement après ce stage. T'as eu plusieurs propositions et t'as décidé de choisir Virton. Pourquoi ce choix? Excusez-moi, ce que je propose, c'est parfait, c'est un bon teasing. Mettons la pub et on revient parce qu'on est en retard. Ok. Champion, écoute-moi bien. Tu es dans Rapology de 20h à 23h. Oyoki. C'était la pub et on revient juste avant la pause. On posait la question. Justement, tu as eu beaucoup de propositions. Enfin, tu as eu plusieurs propositions en France, notamment dans des clubs de Ligue 2. Et toi, tu as choisi de rejoindre Virton. Pourquoi avoir fait ce choix? J'ai toujours aimé progresser, moi, dans la vie. D'accord. Bon, je vais aller dans un club de Ligue 2 maintenant parce que c'est pas les clubs de Ligue 2 les premiers qui vont me recruter. Ça, c'est sûr à 100%. C'est pas Auxerre qui va venir me chercher. Ils sont en course pour la montée, donc voilà. Donc c'est des clubs de bas de tableau. Et ces clubs-là, en fait, il y a des perspectives d'avenir. Donc je me dis, bon, si je vais dans ces clubs-là, quel est mon avenir? Donc au pire, je les sauve, je re-signe dans le même club. Mais est-ce que je vais monter en Ligue 1 d'ici 1 an ou 2? Parce que quand tu as goûté déjà au haut niveau, tu as envie d'y retourner. D'accord? Et des fois, il faut savoir partir de plus bas. D'accord? Après, en termes de résultats, je me suis dit avec Virton, peut-être que je vais gagner un peu plus de matchs qu'avec une équipe qui est en bas de tableau en Ligue 2. Donc je vais avoir un peu plus de joie de vivre. Et en plus, le projet est très bon. N'Golo Kanté a racheté le club cet été. Il a mis des dirigeants très compétents à la tête du club. D'accord? Et le club est en construction. Donc moi, j'amène ma pierre à l'édifice. Alors, j'arrive pas en tant qu'entraîneur juste de l'équipe première. J'arrive en tant qu'on va dire, entre guillemets, manager général. J'amène mon expérience de ce que j'ai vécu à Nîmes à la formation, ce que j'ai vécu à Nîmes quand j'étais adjoint en national, ce que j'ai vécu à Nîmes quand j'étais adjoint en Ligue 2 et quand on est monté en Ligue 1. Donc, toute cette panoplie d'expérience que j'essaye de l'amener à Virton. Alors, tu vois, je vais te donner une anecdote à Virton. Je suis arrivé au club, le centre d'entraînement, je trouve des installations top, parce que c'est un club professionnel. Très beau terrain, des installations, les vestiaires, tout va bien. Un beau stade aussi et tout. Mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, il y avait un peu trop de vestiges des années précédentes, un mannequin cassé dans un coin. Là, on a fait table rase sur tout. J'ai dit, allez, nettoyage du centre d'entraînement par les jeunes de la réserve, par les bénévoles, par les employés. Donc, on a mis le centre d'entraînement à neuf. On le nettoie. Parce que quand tu arrives, tu sais, quand tu changes tes draps, t'es content de dormir dans des draps propres. Oui, ils sentent bon, ils sont tout frais. Ben, alors je dis pas que le centre était sale ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que j'aimais bien faire table rase sur tout. Pour repartir sur un... Voilà, tu repars sur un truc nouveau. Et là, tu mets tout le monde la main à la pâte. Tout le monde met la main à la pâte. Mais si toi, tu ramasses un papier par terre, d'accord? Que le lendemain, tu vas pas le jeter par terre, le papier que tu as. Par contre, si moi, je ramasse ton papier tous les jours, toi, le lendemain, tu vas en rejeter un parce que je te le ramasse tous les jours. Donc si toi, tu mets la main à la pâte, vers la finalité, tu verras que après les choses, tu vas faire attention aux choses. Donc moi, je pars de ce principe-là. Déjà, c'est du bon sens, c'est du savoir-vivre aussi. Quand il y a le respect déjà entre nous, moi, si je te respecte, si j'arrive dans un établissement propre, c'est pas la même chose.
Tu vois, je veux te dire, le respect, il est important. Avant de parler football, il faut parler du respect des hommes. Voilà. Il y a un projet aujourd'hui, oui, voilà, ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les moyens humains? Quels sont les moyens financiers? Et quels sont les moyens matériels? On a évalué tout ça. On s'est dit, écoutez, cette année, si on se débrouille bien, on peut arriver à titiller, on peut remonter un petit peu au classement. Et si on n'arrive pas à monter cette année, on va créer une dynamique positive pour l'année d'après. C'est exactement ce qu'il faut faire au club. Et cette dynamique positive, après, elle va entraîner du positif. Le positif amène le positif, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y en a trop qui le voient toujours à moitié vide. Moi, je le vois toujours à moitié plein. Mais je pars dans un truc où j'aime bien les choses où c'est un peu carré, des choses propres. Là, quand tu reçois des gens à ta maison, tu aimes bien que ta maison soit propre, tu vois, avec une belle vaisselle et tout ça. Mais moi, c'est la même chose. Quand les gens veulent venir à Virton, je veux que quand ils viennent au centre d'information ou au centre d'entraînement, ils disent « Attendez, là, c'est un vrai club professionnel, c'est magnifique ici. C'est incroyable, ils ont des installations terribles. » Et les joueurs, quand ils s'entraînent là, ils sont... Tu vois, c'est pareil, quand ils viennent s'entraîner, ils sont contents de venir s'entraîner là. Tu vois, voilà. Donc, il y a eu 2-3 trucs de mis en place comme ça. Et au final, moi, le projet, il m'a plu parce que voilà, ils ont l'ambition de faire monter le club au plus haut niveau. Ils ont un projet aussi jeune pour l'année prochaine, remettre la formation au goût du jour. Ça, c'est très intéressant aussi. Puis voilà, c'est une région qui est plaisante, c'est une région rurale, c'est vrai. Mais quand même, Virton est quand même le seul club aux alentours, là, qui est à 100 km à la ronde, c'est le seul club professionnel. Donc c'est intéressant d'arriver dans un projet comme ça. Puis moi, de bouger un petit peu de ma ville natale aussi, ça me fait du bien. J'ai souvent bougé dans ma vie. Je suis parti en Arabie Saoudite, au Qatar. Je suis parti en Algérie cet été. Je suis parti même cet hiver en Algérie faire la CHAN. J'ai été invité par Majid Bouguera. J'ai été au Brésil, j'ai été en Argentine, j'ai été à Miami, de partout avec l'académie du PSG. Donc j'ai voyagé, j'ai bourlingué, et la Belgique, ça ne me fait pas peur parce qu'au contraire, moi, je vais rencontrer de nouvelles personnes, ça va me faire, comme on parlait du réseau aussi, mais ça va m'enrichir aussi, humainement. Voilà. Et quels sont tes objectifs personnels? Personnels, c'est-à-dire, alors là, on est toujours au haut niveau, mais après, il y a le très haut niveau. Et le très haut niveau, c'est ce que j'adore. Voilà. Pourquoi? Parce que le très haut niveau, c'est la perfection, le très haut niveau, c'est les détails. Et moi, j'aime bien travailler dans le détail. Je suis un peu un perfectionniste et j'aimerais retrouver le haut niveau, mais dans un autre championnat. J'ai déjà travaillé à Nîmes, voilà, en Ligue 1. Donc j'ai travaillé dans le très haut niveau à Nîmes avec très peu de moyens, et voire très très peu, parce qu'on était le plus petit budget de Ligue 1. Et voilà, j'avais pas eu toutes les billes pour pouvoir recruter à l'époque. Et que là, à Virton, c'est un projet où ils veulent retrouver l'élite. Et moi, retrouver l'élite avec un club comme Virton dans un autre championnat, ça me plairait. Voilà, c'est mon objectif personnel. Mais je pense que c'est l'objectif du club aussi. C'est pour ça que les dirigeants, quand ils sont venus vers moi, voilà, ils m'ont amené ce projet-là dans les mains. Et moi, j'ai dit OK, parce que déjà, ils ne se sont pas moqués de moi sur beaucoup de plans, en fait. Voilà. Tu as été bien accueilli. Quel accueil t'a été réservé à Virton? Non, mais en fait, moi, je suis arrivé il y a 10 jours, 12 jours de ça. Je suis arrivé le 2. Bon, mon premier match, j'étais dans les tribunes. Je n'ai pas pu assister vraiment sur le banc de touche et je n'ai pas pu travailler correctement avec l'équipe. Donc, on était à Ooststraten, dans le nord de la Belgique. Tu me parles même de villes que je ne connais même pas dans mon propre pays, t'as vu? Ouais, mais moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien apprendre un petit peu. Tu vois, je ne veux pas être novice surtout, quoi. Et au fait, voilà, j'étais dans les tribunes, j'étais un peu impuissant et j'avais fait un entraînement la veille. Donc mon premier match officiel sur le banc, ça a été contre la Louvière, où j'avais pu travailler toute la semaine avec l'équipe. J'ai senti une équipe réceptive qui a envie de progresser. Alors oui, j'ai des jeunes joueurs. Tout ne va pas être parfait du jour au lendemain, ça c'est clair et net. Mais voilà. Nous, ce qu'on veut dans ce club, c'est créer une identité, retrouver l'identité que le club a eue, mais créer une nouvelle identité, un nouveau souffle, avec une équipe qui va être agressive, attrayante pour le public, et vraiment en harmonie et en adéquation avec sa région et l'identité locale. Voilà. Et on terminera sur les supporters. Comment sont les supporters virtonais? Est-ce qu'ils vous portent? Est-ce qu'ils crient? Quelle est l'ambiance dans le stade? Franchement, moi j'ai connu... Pardon? J'ai déjà que tu allais nous inviter déjà. Ouais, déjà, vous allez être invités. On viendra voir. Ça, c'est sûr. Après, c'est un public chaleureux. Alors, ils sont pas trop... C'est pas un public qui taille. Tu vois, c'est un public qui encourage. Même dans la défaite, ils disent que c'est pas grave et que la prochaine fois, on réussira. Mais moi, par fierté, par honneur, et je leur ai dit aux joueurs, surtout, il faut essayer de pas les décevoir. Tu peux perdre,
mais avec la manière. C'est-à-dire, tu peux perdre et tu as tout donné. Si l'adversaire a été plus fort que toi, il n'y a pas de problème. Par contre, de ne pas courir sur le terrain et de ne pas tout donner, tu peux faire l'erreur technique, tu peux faire l'erreur tactique, il n'y a pas de problème. Mais courir et l'engagement, c'est donné à tout le monde. Et ça, pour le public, c'est juste du respect. Et le public de Virton nous l'a bien rendu parce que contre la Louvière, ils étaient là et ils nous ont bien encouragés. Et grâce à eux, on a pu tenir quand même les 5 dernières minutes parce que bon, la Louvière poussait à la fin. Alors on fait un match nul vraiment sur le bout du fil parce qu'on gagnait 2-0. On avait pris un carton rouge, donc on marque à 10 contre 11. Donc j'ai l'équipe qui a très très bien défendu. Après, bon, sur 2 coups du sort, une frappe de 35 mètres et un ballon vraiment anodin au second poteau où on se fait égaliser, mais on tient au score et on a marqué notre point. On a arrêté la spirale négative qu'il y avait, mais on a montré de belles valeurs et c'est encourageant pour la suite. Mais en tout cas, incroyable. Merci d'être venu ce soir partager tout ça avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Jérôme. On te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite et beaucoup d'accomplissement dans ce nouveau projet. En tout cas, on va suivre tout ça de très près et on espère qu'on pourra venir assister à un match pour crier dans les tribunes et vous encourager. Très bien. En tout cas, merci à vous. Ça m'a fait plaisir de te voir à toi et de voir mon ami Barclay. Oui. Donc voilà. Et vraiment, j'ai fait toute cette route que pour vous, hein, je vous le dis. Franchement, ça fait super plaisir. Et tu sais comme c'est loin, Virton. Ah ouais, je sais, pour l'avoir fait une fois, y aller voir Ibra qui était au stage avec nous, NFP. Voilà. C'est vrai que j'ai fait la route et je peux te dire que je pensais pas que c'était aussi loin. En plus, c'est des routes, ça tourne à gauche, ça remonte, etc. Donc en tout cas, moi, je tenais à te remercier d'ailleurs d'être venu nous voir, d'avoir honoré ton engagement. Même si tu n'étais pas obligé, mais en tout cas, tu m'as dit il y a longtemps, je vais venir quand tu seras en Belgique, si je vais en Belgique, je passe te voir. Aujourd'hui, tu es arrivé en Belgique, tu es venu nous voir. Merci de t'être livré comme tu l'as fait. Nous, on va te suivre, etc. Merci pour tout. En tout cas, c'est vraiment... Comme on dit, Barclay, la parole fait l'homme. Comme tu l'as dit depuis le début, c'est vrai. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. La parole fait l'homme. On terminera sur ces belles paroles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 20h. Et d'ici là, prenez soin de vous. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.